les forces de frottement. Alors, les forces de frottement, ce sont des forces, tout d'abord, sur lesquelles on a assez peu d'impact. En fait, on peut difficilement s'en débarrasser, en tout cas complètement. Il y en a plusieurs types. Il y a plusieurs types de forces de frottement. Et ce qu'on va étudier aujourd'hui, et c'est le seul type de force de frottement qu'on étudiera dans ce cours, c'est ce qu'on appelle la friction. Donc, de manière générale, on peut appeler ça le frottement. Et en fait, la friction, c'est un frottement qui apparaît quand vous avez une surface qui frotte sur une autre surface. Donc, on appelle ça de temps en temps aussi le frottement de glissement, lorsqu'il y a justement ces deux surfaces qui glissent, qui frottent l'une sur l'autre. Au-delà de ça, je peux déjà vous le dire, il y a d'autres types de forces de frottement. Par exemple, si vous êtes en vélo, voilà, et puis vous avancez tout simplement, même s'il n'y a pas de vent, vous sentez l'air qui vous ralentit en quelque sorte, qui exerce une force sur vous, c'est une force de frottement. Dans ce cas-là, on appellera ça plutôt une force de traînée, en l'occurrence. Mais ça, c'est des choses qu'on n'étudiera pas dans le cadre de ce cours. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la force de frottement, qu'on appelle donc aussi la friction. Bon, moi, je n'utilise pas tellement ce terme, mais ça existe. Et donc, ce frottement, cette friction, c'est un phénomène physique qui apparaît lorsque vous avez deux corps qui sont en contact. Donc, quand je dis deux corps en contact, ça veut dire en fait qu'il y a deux surfaces. La surface d'un premier corps qui est en contact avec la surface du deuxième corps. Et donc, quand il y a cette force de contact, eh bien, vous arrivez donc il y a une force de frottement qui apparaît. Alors, cette force de frottement qui apparaît, une force étant une interaction, vous avez donc une des surfaces qui va interagir avec l'autre surface et vice-versa. Et quelle est cette interaction? Eh bien, c'est qu'on aura une force qui a tendance à s'opposer au mouvement relatif des deux surfaces. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si, par exemple, je dessine deux surfaces ici, je vais en faire une en vert, comme ça, et puis je dessine une en rouge, mettons, par-dessus, comme ça. Voilà. Alors, admettons qu'on bouge la surface rouge contre la gauche, et puis que, du coup, c'est comme si on bougeait aussi la surface verte contre la droite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là où il y a le contact entre les deux, c'est-à-dire juste ici, là, exactement, toute cette partie-là, eh bien, ça va frotter, c'est-à-dire la rouge va frotter sur la verte, et la verte va aussi frotter sur la rouge. Quel va être l'effet? Eh bien, l'effet va être une force qui va apparaître, et si vous vous placez du point de vue de la rouge, si vous êtes la rouge, vous sentez une force qui vous tire vers l'arrière. Ce n'est pas une force qui vous attire vers l'arrière, c'est juste une force qui s'oppose au fait que justement la plaque rouge parte contre la gauche. Donc ça, ce sera la force de frottement. Ici. Ce sera la force de frottement rouge. Donc si le rouge, je l'appelle l'objet 1, ce sera la force de frottement 1, ici. Puis maintenant, si on se met à la place du vert, le vert ayant tendance à bouger en direction de la droite, sur lui, le bloc rouge en haut va exercer une force de frottement qui aura tendance à freiner justement ce mouvement. Donc, on aura une force de frottement sur l'objet 2 ici qui va apparaître au contact. Donc, ces deux forces, ce ne sont pas les mêmes forcément. Il y en a une qui va à gauche, l'autre qui va à droite, mais elles apparaissent au contact entre les deux surfaces. Et donc, comme je l'ai écrit ici, elles ont tendance à s'opposer au mouvement relatif des deux surfaces. Première chose. Deuxième chose, c'est que cette force, elle est proportionnelle à la force qui presse les deux surfaces l'une contre l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez deux surfaces qui appuient l'une contre l'autre, par exemple, vous mettez vos deux mains l'une contre l'autre. Si vous appuyez pas fort sur vos mains, donc la force qui presse
vos deux mains est petite, et bien, du coup, il y a peu de force de frottement. Et du coup, si vous voulez frotter vos mains, c'est facile. Ça bouge facilement. Vous sentez que ça frotte, donc il y a une force qui s'oppose au fait que ça bouge, hein, que vos mains bougent. Donc, il y a cette force qui s'oppose au mouvement, mais elle n'est pas très grande parce que justement, la force qui appuie les deux surfaces l'une contre l'autre est petite. Par contre, si vous appuyez fortement sur vos deux mains, donc vous augmentez cette force qui presse les surfaces l'une contre l'autre, alors comme la force de frottement elle est proportionnelle à ça, bah, si la force, on va dire, qui presse augmente, alors la force de frottement, FF, elle augmente aussi. Quel est le résultat? Si vous mettez que ça et puis que vous pressez, si vous essayez de bouger vos mains l'une par rapport à l'autre, vous n'arrivez plus, ou en tout cas beaucoup moins facilement. Parce que justement, cette force de frottement a augmenté à cause du fait qu'elle augmente justement proportionnellement à la surface de contact, de pression qu'il y a entre les deux surfaces. Alors, c'est pour ça que si par exemple vous avez je sais pas moi, un carton vide, vous faites un déménagement, vous avez un carton qui est vide. Si vous le tirez sur le sol, étant donné qu'il n'est pas lourd, il y a peu de force qui appuie contre le sol. Donc la force qui presse le carton sur le sol, elle est petite. Donc c'est facile de tirer le carton. Par contre, si dans le carton, il y a tous vos livres, eh bien dans ce cas-là, eh bien, le carton va être lourd. Donc il y aura une grande force qui va presser le carton contre le sol. Et comme la force est grande, bah, du coup, la force de frottement elle est plus grande aussi. Et donc, c'est plus difficile pour vous de tirer le carton. Voilà ce que c'est qu'une force de frottement. Alors, quelle est l'origine de la force de frottement? On ne va pas trop rentrer dans les détails, mais disons que n'importe quelle surface, même celles qui ont l'air lisses, en réalité, elles ne sont pas lisses. C'est-à-dire que si vous regardez les choses à l'échelle, je l'ai écrit ici, microscopique, alors microscopique, ça veut dire quoi? Ça veut dire à une échelle très très petite. Hein. Donc une échelle très petite, ça veut dire à la taille des atomes, par exemple, ou des molécules. Eh bien, qu'est-ce que vous allez voir, en fait? Moi, par exemple, là, vous ne pouvez pas le voir, mais il y a une vitre à côté de moi, et les vitres, en général, c'est très lisse. Hein. Vous pouvez passer votre doigt dessus. Bon, ça laisse des traces, on est d'accord, mais c'est lisse, le verre. Pourtant, si vous regardez le verre à la loupe, eh bien, vous verrez qu'il y a des petites aspérités. La surface, elle n'est pas si lisse que ça, en fait. Il y a des petites cassures, hein, des petites choses comme ça. Et donc, si vous mettez, par exemple, deux vitres l'une contre l'autre, puis que vous les frottez, eh bien, du coup, qu'est-ce que vous allez voir apparaître? Ben, vous avez les aspérités d'une des surfaces qui va interagir avec les aspérités de l'autre surface. Et donc, pour chaque aspérité, à chaque endroit où il y a une petite aspérité, il va y avoir une petite force. Toute petite, hein, parce que les choses se passent à une échelle qui est très très petite. Hein. Je vous ai dit, c'est à la taille des atomes, voire un peu plus, mais c'est cet ordre de grandeur-là. C'est quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, disons. Donc en fait, vous allez voir apparaître plein de petites forces. Et toutes ces petites forces, eh bien, comme il y a beaucoup d'atomes, elles vont s'additionner toutes, en fait. Et la résultante de toutes ces forces-là, eh bien, c'est une grosse force. C'est une force globale qui est justement ce qu'on appelle la force de frottement. Donc, en réalité, la force de frottement, c'est une force globale qu'on peut observer, on va dire, à l'échelle d'un objet, hein, par exemple un carton sur le sol, qui frotte sur le sol. Donc, c'est une force, comme on dit, à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire quelque chose d'une grande taille, mais qui, en fait, trouve son origine à une échelle très petite, c'est donc à une échelle microscopique. Et encore une fois, hein, même une vitre, quelque chose de très lisse, je ne sais pas, là j'ai un bureau, c'est très lisse, quand je passe mon doigt dessus, je sens absolument rien qui croche, mais en réalité, ça frotte quand même un petit peu, parce que justement, à l'échelle microscopique, il y a des petites aspérités. Alors, on distingue deux types de forces de frottement dans le cas de la friction.
Je vais d'abord vous parler du frottement qu'on appelle cinétique, c'est-à-dire il faut aller un petit peu plus loin juste après dans le cours. Je fais une petite inversion en fait des concepts. Donc là, je parle du frottement cinétique. Dans le frottement cinétique, il y a le mot cinétique qui sous-entend qu'il y a un mouvement. En fait. Alors, c'est écrit d'ailleurs ici, le frottement cinétique est une force qui s'exerce entre deux surfaces en contact et qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Donc typiquement, quand vous frottez les mains comme ça, eh bien, vous avez la main gauche qui frotte sur la main droite, donc on a deux surfaces en contact et qui sont en mouvement l'une par rapport à l'autre. Alors, bon, là, j'ai donné un autre exemple avec un bloc. Vous avez ici, là, il y a un bloc, on va dire, qui frotte sur le sol, qui est posé sur le sol. Et donc, le truc ici, c'est qu'on va bouger le bloc de gauche à droite. Donc, ce bloc, il se déplace à une certaine vitesse ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si par exemple, vous poussez ce truc, imaginons que vous êtes là et puis vous poussez contre ce bloc ici. Si vous poussez contre ce bloc, vous sentez bien que ça frotte avec le sol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire qu'il y a une force qui a lieu au contact avec le sol, ici, et qui est donc cette force de frottement, mais qui a lieu parce que justement le bloc a une vitesse, parce que le bloc bouge. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça du frottement cinétique. La caractéristique principale de cette force, je l'ai écrite ici, je vais l'encadrer en vert, c'est qu'elle est toujours dirigée dans le sens inverse du mouvement. Ça, c'est très important, toujours dans le sens inverse. Donc, toujours même, je vais souligner dans le sens inverse du mouvement. Comme le mouvement, c'est la vitesse, ça va dans le sens opposé de la vitesse. Donc, quand vous avez une situation, par exemple, je vous dis, imaginons, je vous dis, voilà, il y a un bonhomme qui pousse un bloc sur le sol. Vous, quand vous voyez cette situation, vous pouvez tout de suite dessiner le vecteur vitesse, parce que vous imaginez bien que le bloc va bouger de gauche à droite. Et donc, du coup, comme la force de frottement, elle est toujours dirigée dans le sens inverse de la vitesse, vous pouvez dessiner la force de frottement dans le sens opposé. Je fais une petite remarque encore là-dessus. Il se trouve que la force de frottement, si on veut être rigoureux, elle s'applique en fait sur toute la surface qui est en bas. Donc, je vais dessiner en rouge. Non, j'ai déjà du rouge en vert. Voilà. Donc, la force de frottement, elle a lieu en fait sur toute la surface ici du bloc, entre le bloc et le sol. Donc, elle a lieu entre, disons, ce point-là et ce point-là. Toute cette surface-là, c'est ici que ça frotte. Donc, le point d'application de la force, le début ici, vous pouvez le mettre n'importe où sur cette surface en réalité. Ça agit partout. Comme c'est une force globale qui prend en compte toutes les aspérités de tous les atomes qu'il y a partout ici, vous pouvez la dessiner n'importe où. Cela dit, du point de vue de la pratique, quand je dis de la pratique, quand on dessine un schéma des forces, en principe, on dessine toujours la force de frottement le plus en arrière possible par rapport justement à la vitesse. Pourquoi le plus en arrière possible? Parce que souvent, ici, vous avez encore une force qui est le poids, et que donc, si vous dessinez la force de frottement depuis ici, vous aurez des forces, des vecteurs qui se croisent. Et ça peut porter à confusion. Donc, pour éviter justement ces vecteurs qui se croisent, eh bien, on aura plutôt tendance à représenter la force depuis le point le plus en arrière, ici. Cela dit, moi, ce qui compte pour moi, c'est que vous représentiez la force de frottement de manière correcte, c'est-à-dire dans la bonne direction et dans le bon sens. Et maintenant, si vous décidez de mettre le point d'application ici et que donc vous choisissez de représenter cette force comme ceci, pour moi, ça va. Pour moi, c'est bon. Et je pense que pour la plupart des profs, c'est bon aussi. L'important, c'est vraiment que vous sentiez dans cette histoire-là que comme la force, elle est toujours dirigée dans le sens inverse du mouvement, si vous avez ici un mouvement qui est horizontal
faut dessiner la force horizontale. Et le mouvement est vers la droite ici, donc vers la droite. Donc, du coup, la force, elle doit être dirigée vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens inverse du mouvement. Alors, ça, c'était pour le frottement cinétique. Pardon. Alors, maintenant, regardons ce qui se passe. Donc, je reviens au transparent en arrière, c'est-à-dire celui-ci, là. Et maintenant, on va regarder ce que c'est que le frottement statique. Alors, nous, on a vu ce que c'est que la statique la semaine passée. La statique, ça veut dire qu'il n'y a pas de mouvement, justement. Donc, frottement cinétique, c'est quand il y a du mouvement. Frottement statique, c'est quand il n'y a pas de mouvement. Alors, la définition, c'est la suivante. Le frottement statique, c'est une force qui s'exerce entre deux corps en contact, ça c'est le frottement, toujours, mais qui sont au repos, c'est-à-dire qui ne bougent pas. Alors, comment ça se fait? Eh bien, je vous donne un exemple ici. Je vais prendre, voilà, j'ai ça, je vais prendre ça. J'ai un carton ici. Et puis, dessus, qu'est-ce que je pourrais prendre? Voilà, je vais prendre un stabilo. Lorsque je suis dans cette situation, il y a deux forces qui agissent. Alors, je vais faire un petit dessin à côté. Donc, je vais faire ça comme ça, voilà, en noir. Vous avez le sol, et puis il y a le bleu, un objet, donc ici en l'occurrence mon stabilo. Et donc ce stabilo, quand le sol il est à plat, il subit deux forces. Une vers le bas, qui est ce qu'on appelle son poids, et une autre vers le haut, qui est ce qu'on appelle la force de soutien. Là, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Et d'après ce qu'on avait vu dans la loi de la statique, qu'on a vu la semaine passée, la force de soutien, elle compense le poids, donc les deux sont égales, ici, dans ce cas-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'incline mon carton? Vous voyez, là, je suis en train de l'incliner, et puis pour autant, le stylo, il ne bouge pas. Alors comment ça se fait qu'il ne bouge pas? Je refais le schéma. Vous avez donc, non, en noir, le carton ou le plan incliné ici. Et puis, dessus, je viens dessiner, bon là, je ne peux pas dessiner un rectangle de biais, donc je suis obligé de le dessiner à la main, comme ça, voilà. J'ai mon rectangle. Et ce rectangle, il ne bouge pas. N'oubliez pas, il est statique, il n'a pas bougé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on représente les forces, vous avez toujours le poids. Ça n'a pas changé, il y a toujours ce poids ici. Mais maintenant, il y a en plus une force de soutien. Et cette force de soutien, comme on l'a vu, elle est toujours perpendiculaire à la surface. Donc, elle est plus dans la même direction que le poids. Donc, ici, on n'a pas P égale S. Ça, c'est faux. Il n'y a plus poids égale S. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si on n'avait que ces deux forces, c'est-à-dire si, par exemple, au lieu que ce soit un carton, si c'était une plaque de glace, vous imaginez bien que mon stabilo boss, mon stylo, il descendrait. Donc, en fait, la tendance du stylo, c'est de descendre. Alors, la tendance, je vais la faire en rose, non en violet. Voilà. Non, on ne voit rien du tout en violet. On va faire ça en jaune. Voilà. Prenons ça. Voilà. Ça, c'est la tendance du mouvement. Tendance du mouvement. Mais comme vous avez pu le voir, mon stylo, j'ai beau incliner le truc, il ne descend pas. Donc, il a tendance à descendre, mais il ne descend pas. Comment ça se fait? Eh bien, s'il ne descend pas, c'est qu'il subit une force qui l'empêche de descendre. Et cette force, c'est justement cette force de frottement. Et comme ça ne bouge pas, c'est la force de frottement qu'on appelle statique. Donc là, c'est la force de frottement ici qui est statique. On peut mettre un petit S pour statique, mais on n'est pas obligé parce qu'en général, c'est soit ça bouge, soit ça ne bouge pas. Donc, il n'y a pas besoin de préciser de quel type de force de frottement il s'agit.
Alors, bah, c'est ce que j'avais dessiné ici, hein, donc j'ai refait un schéma, c'était peut-être pas forcément utile, mais du coup, dans cette histoire, eh bien, vous avez donc les trois forces, le poids ici, le soutien, hein, que j'avais dessiné ici, poids et soutien. S'il n'y avait que ces deux forces, l'objet, évidemment, il glisserait vers le bas. C'est d'ailleurs le principe du ski, hein, par exemple. Hein, quand vous allez faire du ski, bah, si vous êtes à plat, vous n'avancez pas. Mais si vous êtes en descente, eh bien justement, l'effet cumulé du poids et du soutien fait que vous avez tendance à aller vers le bas. Alors, bon, par contre, en ski, on ne reste pas statique, on bouge. Hein. Donc, quand on est statique, comme c'est le cas de mon stabilo sur le carton, eh bien, la force de frottement, elle est dirigée vers l'arrière, c'est-à-dire vers la. En fait, ce qu'il faut faire pour se représenter cette force de frottement, c'est se dire, bah, si on n'avait pas, que ferait notre objet? Eh bien, du coup, bah, il ferait ce qu'on a dit tout à l'heure, il aurait tendance à descendre. Donc, comme il ne descend pas, ça veut dire qu'il y a une force qui s'oppose à cette tendance et qui, c'est ce que j'ai écrit ici, qui tend à garder le système statique en s'opposant à une force qui aurait tendance à mettre le corps en mouvement. Voilà comment on peut représenter cette force de frottement. Même chose que pour le cas cinétique, hein, le point d'application, normalement, il est n'importe où au contact entre les deux surfaces. Le mieux, c'est de le mettre plutôt vers l'arrière. Et puis, si vous le mettez au milieu, ça va très bien aussi. Moi, ça me va. Ce qui compte, c'est que vous ayez compris la direction. Et donc, pour ça, il faut imaginer quelle est la tendance du mouvement. Et puis, le sens, c'est l'inverse de la tendance du mouvement. Alors, il reste une dernière chose à dire par rapport à ça. C'est ici, vous avez une formule. Bon, la formule, d'après mes souvenirs, dans les exercices, on ne va jamais l'utiliser. Mais on peut voir un truc quand même un petit peu spécial ici. Il ne s'agit pas véritablement d'une formule parce qu'ici, on a un plus petit ou égal. Donc, en fait, ici, il s'agit d'une inégalité. Ce n'est pas une vraie formule qui permet de calculer quelque chose. Que dit ce qu'il y a ici? Elle dit que la force de frottement, elle est plus petite qu'une certaine valeur. C'est-à-dire que cette certaine valeur, c'est la force de frottement maximale. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Regardez, quand je mets mon carton comme ça, là, il n'y a pas de force de frottement. Il n'y a pas besoin de force de frottement, le poids et le soutien se compensent parfaitement. Dès que j'incline le carton, le stylo, il a tendance à descendre, mais il ne descend pas, comme on peut le constater, donc ça veut dire qu'il y a une force de frottement qui va vers le haut, ce qu'on vient de présenter jusqu'à maintenant. Et maintenant, plus j'incline le carton, plus la tendance à descendre est grande, donc plus la force de frottement doit augmenter. Alors ça, je peux l'écrire. Si, je vais l'écrire en jaune, voilà. Si l'angle alpha, hein, donc vous avez ici un certain angle, voilà, hop. Si cet angle alpha augmente, alors la tendance à glisser augmente. Et donc, pour compenser ça, vous avez la force de frottement qui augmente aussi. Et donc, ce que dit cette formule, c'est que la force de frottement, elle est plus petite ou égale à une valeur maximale. Donc, ça veut dire qu'elle augmente, elle augmente, elle augmente, elle augmente, mais elle ne peut pas augmenter tout le temps, quoi, hein. Si on fait un graphique ici, où vous avez la force de frottement, par exemple en fonction de l'angle alpha ici, eh bien, plus l'angle alpha augmente, plus la force de frottement augmente, mais en fait, il y a une valeur maximale. Donc, quand on atteint la valeur maximale, eh ben, on ne peut pas aller plus haut. Donc, si votre angle continue d'augmenter, qu'est-ce qui va se passer? La force de frottement ne pouvant plus augmenter, elle ne va plus suffire et donc l'objet va se mettre à glisser. Et là, vous pouvez le constater. Si je vais faire ça peut-être là. Si j'augmente l'inclinaison, j'augmente l'inclinaison, j'augmente l'inclinaison, et au bout d'un moment, voilà. Au bout d'un moment, la force de frottement, elle ne suffit plus, donc l'objet il se met à glisser. Donc évidemment, la situation dans laquelle on considère que le frottement est statique, c'est tout ce qui concerne avant que ça bouge. Donc justement, c'est cette partie ici, là. Tant que la force de frottement est plus petite qu'une certaine valeur maximale. Et donc c'est pour ça qu'on a l'inégalité sur ce transparent là qui traduit la force de frottement statique.
Bon, il y a un dernier truc dont je n'ai pas parlé ici, c'est le petit facteur que vous avez ici, le facteur mu, en fait. Hein. Mu, là, ici, mu, c'est ce qu'on appelle le coefficient de frottement statique. Il y avait le même coefficient de frottement, mettons tout court. Hein. Il y avait aussi quelque chose de similaire dans la formule pour le frottement cinétique hein, qui est ici. Là, vous voyez, là, il y a aussi un mu en fait, hein, qui apparaît ici. Ce coefficient, c'est quelque chose qui dépend des surfaces. C'est-à-dire que si vous mettez par exemple du carton sur du bois, il y aura un certain coefficient. Si vous mettez du bois sur du bois, il y aura un autre coefficient. Si vous mettez du métal sur de la glace, il y aura un autre coefficient, etc. Du plastique sur la glace, etc. etc. Donc ce coefficient, c'est quelque chose qui dépend des surfaces en question. Donc voilà, bon, encore une fois, ces formules, on ne les utilise pas, hein, nous, je crois, dans le cours, je ne crois pas qu'on les utilise, donc ça ne sert à rien que je vous en parle plus en réalité de ce que c'est que le coefficient de frottement. Ce qui est important, une dernière fois, c'est de comprendre que la force de frottement, elle va dans le sens inverse de la vitesse. Et s'il n'y a pas de vitesse, vous devez vous dire, s'il n'y avait pas de frottement, il y aurait une vitesse. Donc, du coup, la force de frottement, elle va dans le sens opposé à la vitesse qu'il y aurait si ça bougeait.